Dans les terres reculées d'Afrique, le village de Bika était autrefois un havre de paix. Niché au cœur d'une forêt dense, Bika respirait la tranquillité, avec ses cases en terre cuite et ses habitants menant une vie simple et harmonieuse. Les journées s'écoulaient au rythme des chants des oiseaux et du bourdonnement des abeilles. Mais ce calme fut brusquement brisé par une série d'événements tragiques. Tout commença par la disparition soudaine d'Awa, une jeune femme aimée de tous. Sa famille, ne la voyant pas revenir après la tombée de la nuit, se lança dans une recherche frénétique. Ce n'est qu'au lever du jour que son corps fut retrouvé, froid et sans vie, près des rives du fleuve. Des marques étranges ornaient son cou, des morsures semblables à celles d'un serpent. Mais personne n'avait jamais vu un tel reptile dans la région. La terreur s'installa dans le village comme une ombre pesante. Les rumeurs se propagèrent aussi vite que le vent. Certaines femmes murmuraient qu'un esprit maléfique rôdait à la nuit tombée, tandis que d'autres croyaient qu'une malédiction s'était abattue sur le village. Chaque jour, une nouvelle victime était découverte, toujours une femme, toujours avec les mêmes marques inquiétantes. Les cris des mères en deuil résonnaient à travers Bika, amplifiant l'atmosphère d'angoisse. Les mères avertirent leurs filles de ne jamais sortir seules après le coucher du soleil, transformant ainsi le village animé en un lieu désertique et silencieux. Cependant, au milieu de cette atmosphère pesante, Anzu, l'homme noir séduisant de Bika, semblait étrangement détaché. Ses traits parfaits et son sourire ravageur faisaient fondre le cœur des femmes du village. Anzu continuait de flâner avec nonchalance dans les ruelles désertes du village, comme si de rien n'était. Les regards suspicieux des anciens du village ne semblaient pas l'affecter. Il était comme une énigme, un charmeur des jeunes filles au teint ébène, indifférente aux horreurs qui entouraient son village. Le village africain de Bika s'enfonçait de plus en plus dans l'angoisse. Chaque nouvelle lune semblait apporter son lot de tragédies. Alors que la peur se propageait comme un poison, la présence d'Anzu, l'homme séduisant au teint ébène, devenait de plus en plus troublante. Les villageois ne pouvaient s'empêcher de remarquer qu'il était toujours aux alentours quand une belle femme noire disparaissait. Pourtant, personne n'osait l'accuser directement. Anzu, avec son sourire ravageur et son regard perçant, avait le don de désarmer les plus méfiants. Les jeunes femmes, malgré les avertissements de leur mère, continuaient de tomber sous le charme de cet homme au charisme magnétique. Mais Anzu cachait un terrible secret. Lorsqu'il attirait une femme dans les recoins sombres du village, quelque chose de terrifiant se produisait. D'un mouvement subtil, il faisait jaillir de ses vêtements un serpent noir, aussi sombre que la nuit. Le reptile, aux yeux brillants et aux écailles luisantes, émergeait lentement, comme s'il obéissait aux ordres silencieux de son maître. Les femmes, hypnotisées par le regard intense d'Anzu, étaient paralysées de peur, incapables de fuir. Le serpent frappait alors avec une rapidité effrayante, injectant son venin mortel dans leurs veines. Leur corps s'effondrait, et en quelques instants, la vie les quittait. Les anciens du village, sages et pleins de connaissances sur les mystères du monde, étaient perplexes devant ces marques de morsures qui ne ressemblaient à rien de connu. Ils convoquèrent des guérisseurs et des devins, mais tous échouèrent à expliquer ce phénomène macabre. La rumeur d'un esprit malveillant ou d'une bête surnaturelle commença à se répandre. Le serpent noir d'Anzu devenait une légende murmurée au coin des feux, mais jamais personne ne le soupçonnait lui. L'homme noir au teint ébène, à l'allure impeccable et aux manières si raffinées. Anzu continuait de vivre sa vie avec une aisance déconcertante. Il traversait le village sans se soucier des regards inquiets, invitant les femmes afro à le suivre d'un simple sourire. Chacune de ses conquêtes semblait oublier le danger, comme envoûtée par un charme mystérieux qu'elle ne pouvait comprendre. Mais la peur s'installait de plus en plus profondément. Les hommes du village devenaient suspicieux, les mères tremblaient pour leurs filles, et les soirées qui autrefois étaient animées de rire se transformaient en nuits silencieuses. Le charme d'Anzu, autrefois irrésistible pour toutes les femmes du village,
semblait glisser sur Kossa, comme l'eau sur les plumes d'un oiseau. Contrairement aux autres, elle n'était pas fascinée par son sourire éclatant ni par ses paroles douces comme du miel. Kossa, forte et indépendante, n'était pas une femme comme les autres. Sa réputation la précédait. Elle était connue pour sa sagesse, son courage et son refus d'être impressionnée par des apparences. Anzu, habituée à séduire sans effort, se retrouvait face à un mur de glace. Leur première rencontre se produisit un matin, près du vieux puits au centre du village africain. Anzu, vêtue de ses plus beaux habits, fit son entrée comme un fauve entrant dans une arène, attirant immédiatement tous les regards. Cependant, Kossa ne lui accorda qu'un simple regard désintéressé, avant de se remettre à remplir son seau. Intrigué par cette réaction inattendue, Anzu s'approcha d'elle, ses yeux sombres brillant de curiosité. « Kossa, es-tu trop occupé pour m'accorder un peu de ton attention ?» demanda-t-il, un sourire séducteur aux lèvres. Kossa leva à peine les yeux. « Je suis plus intéressé par l'eau que par tes belles paroles, Anzu, » répondit-elle, son ton ferme et dénué d'intérêt. Cette réponse provoqua un éclat de rire chez les villageois qui observaient la scène à distance, mais Anzu sentit son ego se fissurer. Jamais une femme ne lui avait parlé de cette manière. Cette résistance éveilla en lui un désir de conquête encore plus fort. Il se mit à la suivre discrètement, observant chacun de ses mouvements, cherchant à comprendre ce qui la rendait si différente des autres. À chaque nouvelle tentative de séduction, Kossa se montrait toujours plus indifférente, parfois même moqueuse. Elle semblait imperméable à son charme. Pourtant, cela n'était pas dû à une simple résistance. Kossa ressentait un malaise profond en présence d'Anzu, comme si son instinct la mettait en garde contre un danger invisible. Plus Anzu se montrait insistant, plus il devenait obsessionnel. Il se surprenait à penser à elle jour et nuit, incapable d'accepter son rejet. Pour la première fois, l'homme qui charmait tout le village se trouvait confronté à une femme qui ne se laissait pas manipuler. Il savait qu'il ne pouvait utiliser le serpent avec elle comme il l'avait fait avec les autres, car il sentait qu'elle était plus forte, plus rusée, et qu'elle le démasquerait avant qu'il ne puisse agir. Anzu changea alors de stratégie. Il décida d'être patient, de ne plus se montrer insistant. Il se contenta de l'observer de loin, d'étudier ses habitudes, ses relations. Il se persuada que, tôt ou tard, il trouverait un moyen de percer ses défenses. Pour Kossa, cependant, le fait qu'Anzu se fasse soudainement plus distant n'était pas un signe d'apaisement, mais plutôt d'un piège qui se resserrait lentement autour d'elle. Anzu, pour la première fois de sa vie, ressentait l'amertume du rejet. Car cette femme mystérieuse à beauté africaine venue d'un autre village avait refusé ses avances sans hésitation. Ce n'était pas juste un refus timide ou une hésitation passagère, mais un rejet catégorique, presque dédaigneux. Anzu, habitué à voir toutes les femmes succomber à son charme, ne pouvait accepter ce camouflet. Son ego en prit un coup, et l'ombre d'un doute commença à ronger son esprit. Il ne comprenait pas pourquoi Ka était différente. Qu'avait-elle que les autres n'avaient pas? Le refus de Ka devint une obsession pour lui. Anzu se mit à rêver d'elle, à penser à elle à chaque instant. Son sourire moqueur le hantait, et il se jura qu'il la ferait tomber sous son charme, quel qu'en soit le prix. Cependant, cette fois, il comprit que ses méthodes habituelles ne suffiraient de pas. Ka n'était pas comme les autres femmes du village, naïves et faciles à impressionner. Elle avait un esprit acéré, et Anzu sentait qu'il devait redoubler d'intelligence pour la séduire. Il changea alors de tactique. Au lieu de la suivre partout comme une ombre, il choisit de la surprendre en disparaissant complètement. Il évita les lieux qu'elle fréquentait, ne croisant son chemin que par hasard, ou du moins en donnant cette impression. Il espérait ainsi éveiller sa curiosité, la pousser à se demander pourquoi il ne la poursuivait plus comme il le faisait auparavant. Mais ce qu'il ignorait, c'est que Ka voyait clair dans son jeu. Ka, loin d'être une proie facile, avait compris qu'Anzu n'était pas qu'un simple séducteur. Elle sentait quelque chose de bien plus sombre chez lui, quelque chose qu'elle ne pouvait expliquer. Elle avait entendu des rumeurs, des murmures au sujet des femmes disparues.
mais rien de concret qui puisse le relier à ces morts mystérieuses. Alors elle décida de jouer son propre jeu. Elle feignit un léger intérêt, se montrant plus accessible, espérant ainsi le piéger. De son côté, Anzu, croyant que son stratagème fonctionnait, reprit espoir. Kosa leva à peine les yeux. « Je suis plus intéressé par l'eau que par tes belles paroles, Anzu, » répondit-elle, son ton ferme et dénué d'intérêt. Cette réponse provoqua un éclat de rire chez les villageois qui observaient la scène à distance, mais Anzu sentit son ego se fissurer. Jamais une femme ne lui avait parlé de cette manière. Cette résistance éveilla en lui un désir de conquête encore plus fort. Il se mit à la suivre discrètement, observant chacun de ses mouvements, cherchant à comprendre ce qui la rendait si différente des autres. À chaque nouvelle tentative de séduction, Kosa se montrait toujours plus indifférente, parfois même moqueuse. Elle semblait imperméable à son charme. Pourtant, cela n'était pas dû à une simple résistance. Kosa ressentait un malaise profond en présence d'Anzu, comme si son instinct la mettait en garde contre un danger invisible. Plus Anzu se montrait insistant, plus il devenait obsessionnel. Il se surprenait à penser à elle jour et nuit, incapable d'accepter son rejet. Pour la première fois, l'homme qui charmait tout le village se trouvait confronté à une femme qui ne se laissait pas manipuler. Il savait qu'il ne pouvait utiliser le serpent avec elle comme il l'avait fait avec les autres, car il sentait qu'elle était plus forte, plus rusée, et qu'elle le démasquerait avant qu'il ne puisse agir. Anzu changea alors de stratégie. Il décida d'être patient, de ne plus se montrer insistant. Il se contenta de l'observer de loin, d'étudier ses habitudes, ses relations. Il se persuada que, tôt ou tard, il trouverait un moyen de percer ses défenses. Pour Kosa, cependant, le fait qu'Anzu se fasse soudainement plus distant n'était pas un signe d'apaisement, mais plutôt d'un piège qui se resserrait lentement autour d'elle. Anzu, pour la première fois de sa vie, ressentait l'amertume du rejet. Ka, cette femme mystérieuse à beauté africaine venue d'un autre village, avait refusé ses avances sans hésitation. Il se montra à nouveau dans le village, mais cette fois avec plus de retenue, jouant le rôle de l'homme mystérieux et distant. Chaque rencontre avec Ka devenait un jeu de regards, un échange silencieux, où chacun tentait de prendre l'avantage. Pourtant, derrière son masque de séducteur, Anzu sentait la tension monter. Ka ne ressemblait à aucune autre femme qu'il avait rencontrée. Elle était à la fois séduisante et effrayante, comme si elle portait en elle une force inconnue. Mais il était déterminé. Ka serait sienne, et il trouverait un moyen de la séduire ou de la détruire si elle persistait à le repousser. Cette nouvelle approche semblait fonctionner, mais la patience n'était pas le fort d'Anzu. Il détestait l'idée de devoir attendre. Son serpent, cette créature obéissante qui se cachait toujours sous ses vêtements, semblait lui aussi s'impatienter, s'enroulant autour de son bras avec des mouvements nerveux. Pourtant, il savait qu'il ne devait pas précipiter les choses avec Ka, car elle n'était pas une proie ordinaire. Pour la première fois, Anzu comprit qu'il jouait à un jeu dangereux, un jeu où il risquait bien plus que son ego. Le village de Bika est en effervescence en cette fin d'après-midi. Les enfants jouent près du puits central, les femmes échangent des potins et des rires, tandis que les hommes rentrent des champs, la peau luisante de sueur sous le soleil déclinant. C'est dans ce tumulte quotidien qu'Anzu décide de frapper un grand coup. Il a observé Ka de loin, la voyant entrer et sortir des cases avec cette démarche pleine de grâce, mais empreinte de prudence. Aujourd'hui, il veut prouver sa supériorité et faire une démonstration publique de son pouvoir. Anzu s'avance avec son air sûr de lui habituel, ses vêtements impeccables contrastant avec ceux des villageois couverts de poussière. À son approche, un silence curieux s'installe, les regards se tournant vers cet homme énigmatique dont le charme fait frémir le cœur des jeunes filles et ronge les mères de peur. Il s'arrête au milieu de la place, sort une flûte finement sculptée d'un tissu coloré, un artefact ancien au motif mystérieux. Les villageois, intrigués, s'approchent pour mieux voir. Soudain, un sifflement inquiétant se fait entendre. Un serpent noir, plus long que n'importe quelle créature que les habitants de Bika n'ont jamais vu,
émerge des hautes herbes. Le reptile ondule lentement, ses écailles sombres scintillant sous les derniers rayons du soleil, et un frisson de panique parcourt la foule. Les mères hurlent, agrippant leurs enfants, les hommes cherchent des bâtons, prêts à frapper la bête si elle s'approche trop près. Mais avant que le chaos ne puisse s'installer, Anzu porte la flûte à ses lèvres et souffle une mélodie étrange, hypnotique. Le serpent, d'abord prêt à attaquer, s'arrête net, ses yeux jaunes se rivant sur l'instrument. La créature se met à onduler au rythme de la musique, comme envoûtée. Un murmure d'émerveillement parcourt la foule. Les villageois sont stupéfaits par ce spectacle. Anzu, avec un sourire triomphant, continue de jouer, montrant un contrôle absolu sur la créature. K, qui observait la scène depuis le seuil d'une case, sent son cœur se serrer. Elle reconnaît la flûte comme étant un ancien artefact magique, capable de contrôler les esprits faibles. Elle sait qu'Anzu n'utilise pas simplement son charme naturel, mais des forces plus sombres pour parvenir à ses fins. Elle serre les poings, consciente que cet homme est bien plus dangereux qu'elle ne l'imaginait. Le serpent finit par se lever au pied d'Anzu, qui s'arrête de jouer et fixe la foule d'un regard perçant. « Voyez ce que je peux faire », semble-t-il dire sans prononcer un mot. Les villageois, partagés entre l'admiration et la peur, reculent légèrement. Anzu les a conquis par la démonstration de sa puissance. Mais K sait qu'il ne s'agit que d'un prélude à quelque chose de bien plus sombre. Elle sent qu'elle doit agir vite, avant qu'il n'asservisse entièrement le village avec sa magie pernicieuse. Anzu s'approche de K après sa démonstration, espérant la séduire davantage avec ce nouvel exploit. Mais K, bien que troublée, reste impassible, cachant habilement la peur qui monte en elle. Elle sait qu'elle doit préparer une riposte, une stratégie pour neutraliser cet homme et sa magie. Car au fond d'elle, elle sent que le salut du village repose sur ses épaules. Après la démonstration spectaculaire d'Anzu avec la flûte, K est de plus en plus déterminée à percer le mystère entourant cet homme troublant. La mort récente de son amie Afi, une jeune femme pleine de vie, la hante. Afi avait été retrouvée sans vie, avec ces mêmes marques étranges sur le cou qui avaient caractérisé les décès des autres jeunes femmes du village. K refuse de croire aux superstitions que les anciens murmurent, ces histoires de mauvais esprits et de malédictions. Elle sent que la clé de cette énigme se trouve entre les mains d'Anzu. Dès l'aube, K commence son enquête. Elle interroge les villageois, utilisant son statut d'étrangère pour poser des questions auxquelles personne n'ose répondre habituellement. Les vieilles femmes baissent les yeux, terrifiées, et les jeunes hommes détournent le regard, comme s'ils avaient peur de prononcer le nom d'Anzu. Toutefois, K perçoit des indices dans leur silence et leurs hésitations. Les rumeurs pointent toutes dans une direction. Les femmes meurent après avoir été vues avec Anzu. Elle décide d'approcher directement Anzu, tout en cachant ses intentions véritables. Lors de leur rencontre au marché, elle feint un intérêt pour lui, s'efforçant de jouer la comédie. Anzu, flatté par cette attention inattendue, semble baisser sa garde. Il ne sait pas que K est en réalité en train de l'observer, notant chaque geste, chaque mot. Elle remarque quelque chose de troublant, un pendentif en forme de serpent autour de son cou, émettant une étrange lueur à la lumière du jour. K sait que pour comprendre ce qui est réellement arrivé à son amie, elle doit obtenir plus d'informations. Le soir même, elle se rend discrètement chez l'oracle du village, une vieille femme au pouvoir mystique qui vit en marge de Bika. L'oracle, connu pour ses visions et ses prophéties, est la seule personne à qui K peut se confier. Dans sa case sombre, remplie de fumée d'encens et d'herbes médicinales, la vieille femme l'accueille avec un regard perçant. « Ce que tu cherches est dangereux, K », murmure l'oracle en fixant la flamme vacillante de sa lampe à huile. Anzu n'est pas un homme comme les autres, il contrôle des forces qui dépassent l'entendement. Si tu veux mettre fin à ses agissements, tu auras besoin de plus qu'un simple courage. L'oracle lui confie une flûte ancienne, semblable à celle qu'Anzu possède, mais marquée de runes protectrices. Cette flûte est ta seule arme contre lui. Elle peut briser le charme qu'il utilise sur ses victimes. Mais sois prudente, il sentira ta présence dès que tu joueras les premières notes.
K, désormais armée de cet artefact mystique, se prépare à affronter Anzu. Elle sait que chaque pas qu'elle fait la rapproche du danger, mais aussi de la vérité. En sortant de la case de l'oracle, K lève les yeux vers le ciel nocturne, déterminée. Elle se jure de venger la mort d'Afi et de libérer les femmes de Bika de la terreur qu'Anzu fait peser sur elle. Mais au fond d'elle, un doute persiste. A-t-elle vraiment une chance contre cet homme qui semble maîtriser des pouvoirs surnaturels? Kosa est restée dans l'ombre, observant Anzu et ses manigances. Ses motivations vont bien au-delà d'une simple curiosité. Elle a perdu une amie proche, Afi, aux mains d'Anzu et de son serpent démoniaque. Kosa, avec son esprit vif et son cœur endurci par la douleur, a juré de se venger. Tandis que K mène son enquête, Kosa, elle, met en place un plan audacieux pour mettre un terme aux agissements d'Anzu. Une nuit, sous la clarté trompeuse de la pleine lune, Kosa décide de confronter Anzu. Elle a passé des semaines à s'entraîner avec la flûte mystique donnée par l'oracle, apprenant à en maîtriser chaque note et chaque pouvoir caché. Elle sait que la flûte est la seule arme capable de briser l'enchantement qui lie Anzu à son serpent. Mais elle est également consciente que jouer la flûte en présence d'Anzu est une action risquée qui pourrait la condamner. Le village est silencieux lorsque Kosa se faufile jusqu'à la demeure d'Anzu. Ses pas sont discrets, son souffle contrôlé. À l'intérieur, elle aperçoit Anzu, assis avec un sourire satisfait, comme s'il savait déjà qu'elle viendrait. « Je t'attendais, Kosa », dit-il avec une voix mielleuse qui envoie des frissons le long de sa colonne vertébrale. Kosa ne perd pas une seconde. Elle porte la flûte à ses lèvres et commence à jouer une mélodie envoûtante. Le serpent d'Anzu, jusque-là enroulé autour de lui, commence à s'agiter, comme perturbé par le son de la flûte. Anzu se lève d'un bond, les yeux injectés de colère. « Que fais-tu » hurle-t-il, mais Kosa continue de jouer, intensifiant la mélodie. Le serpent se détache soudainement d'Anzu et s'enroule autour de ses pieds, visiblement désorienté. Anzu tente de s'approcher pour arracher la flûte des mains de Kosa, mais il est retenu par son propre serpent, qui semble désormais hors de son contrôle. Chaque note jouée par Kosa renforce le pouvoir de la flûte, forçant le serpent à obéir à une volonté autre que celle d'Anzu. Dans un dernier effort désespéré, Anzu invoque les pouvoirs sombres qui l'ont servi si longtemps, mais il est trop tard. La flûte émet une ultime note aiguë, et le serpent, comme en transe, se retourne contre son maître. Dans un tourbillon de panique et de désespoir, Anzu est mordu par son propre serpent, le venin faisant effet en quelques instants. Il s'écroule au sol, ses yeux s'emplissant de terreur alors que la vie le quitte lentement. Les villageois, attirés par le bruit étrange, se rassemblent autour de la demeure d'Anzu. Ils découvrent Kosa debout, la flûte encore à la main, et le corps sans vie d'Anzu à ses pieds. Un murmure d'étonnement parcourt la foule. Certains tombent à genoux, remerciant les esprits pour la fin du cauchemar, tandis que d'autres pleurent de soulagement. Kosa, le visage grave mais satisfait, déclare d'une voix ferme « J'ai vengé Afi et toutes les femmes que ce monstre a tuées. La terreur est terminée. » Kosa devient instantanément une héroïne aux yeux du village, mais elle refuse les acclamations, préférant s'éloigner, disparaître dans la nuit comme elle est venue. Elle sait que le prix de sa vengeance est lourd, mais elle est en paix, ayant enfin mis fin à la tyrannie d'Anzu. Le soleil se lève sur le village de Bika, illuminant un paysage marqué par la peur mais désormais libéré de la menace d'Anzu. Après la chute du serpent et la mort de son maître, les villageois, encore en état de choc, se rassemblent autour de Kosa, désireux de comprendre ce qui s'est réellement passé. La tension est palpable, chaque habitant retenant son souffle, craignant que la menace ne soit pas complètement écartée. Kosa, debout au centre de la foule, se sent investie d'un devoir bien plus grand que celui d'une simple vengeance personnelle. Elle sait qu'il est temps pour elle de révéler la vérité qui pourrait à jamais changer la perception des villageois sur celui qu'ils considéraient comme un homme irréprochable. D'une voix forte et claire, elle commence son récit. Anzu,
que vous considériez comme un modèle de charme et de bonté, n'était rien de tout cela. Il était le maître d'un serpent maléfique qui se nourrissait de la vie de nos filles. À ces mots, des murmures s'élèvent de la foule. Certains refusent d'y croire, secouant la tête avec incrédulité. Mais Kossa continue, décrivant avec précision les marques retrouvées sur les coups des jeunes victimes, des marques que seuls ceux qui avaient vu le serpent de près pouvaient reconnaître. Pour prouver ses dires, Kossa sort de sa besace une petite boîte en bois contenant un talisman. Ceci est un fragment de la magie noire qu'Anzu utilisait pour contrôler le serpent. Les villageois reculent de peur en voyant l'objet, symbole de sorcellerie. Les mères, tenant fermement leurs enfants contre elles, laissent échapper des cris de terreur. Un ancien du village, prenant la parole, questionne Kossa. « Pourquoi ne nous as-tu pas prévenus plus tôt? Pourquoi as-tu agi seul ?» Kossa inspire profondément avant de répondre. « Parce que je devais m'assurer que je pouvais l'arrêter sans mettre plus de vies en danger. Si Anzu avait découvert que j'étais sur ses traces, il aurait intensifié sa terreur. J'ai perdu une amie, Afi, à cause de lui. Je ne pouvais laisser son âme sans justice. » Le poids de ces mots pèse lourd sur les villageois. Un silence tombe, alors que chacun assimile la gravité des révélations. Certains hommes, réalisant qu'ils avaient été dupés par Anzu, baissent les yeux de honte. D'autres, reconnaissants envers Kossa, s'avancent pour lui exprimer leur gratitude. Une femme âgée s'approche de Kossa et, avec des larmes aux yeux, lui offre un collier en signe de reconnaissance. « Tu as libéré notre village d'un mal que nous n'avions pas su voir. Puissent les esprits te bénir. » Cependant, tous ne sont pas aussi prompts à pardonner ou à comprendre. Un groupe de jeunes hommes, encore méfiants, insiste pour que le corps d'Anzu soit brûlé avec le serpent afin de purifier le village. Kossa accepte, consciente que ce rituel pourrait aider les villageois à tourner la page. La scène finale est celle d'un grand bûcher érigé à la périphérie du village. Tandis que les flammes montent vers le ciel, emportant les restes d'Anzu et du serpent, Kossa, debout en retrait, murmure une prière silencieuse pour les âmes perdues. Elle sait que son devoir ici est terminé, mais le souvenir de cette nuit hantée par la mort et la trahison restera gravé en elle. Après la purification du village de Bika par le feu, un calme inhabituel s'installe sur la communauté. Les villageois, autrefois terrifiés, commencent à ressentir un sentiment de sécurité qu'ils n'avaient pas connu depuis des mois. Kossa, bien qu'accueillie en héroïne, sait que son temps ici touche à sa fin. Lorsque le soleil commence à décliner à l'horizon, Kossa marche seule sur le sentier poussiéreux menant au cœur du village. Les enfants jouent à nouveau dans les rues, les femmes reprennent leurs discussions joyeuses, et les hommes se rassemblent pour échanger des histoires autour du feu. Le village renaît peu à peu de ses cendres, comme un phénix qui ressurgit de la destruction. Mais malgré cette atmosphère de renaissance, une ombre subsiste dans le cœur de Kossa. Elle s'arrête devant la hutte d'Afi, son ami disparu, laissant ses pensées la submerger. Une vague de tristesse l'envahit, alors qu'elle se souvient de leur amitié, de leur rire partagé et des promesses échangées. « Tu es vengé, Afi », murmure-t-elle, les yeux fermés, laissant couler une larme discrète. Elle sait que sa mission de vengeance est accomplie, mais elle se demande si elle trouvera jamais la paix après tout ce qu'elle a traversé. Avant de quitter le village, Kossa est conviée à une cérémonie en son honneur. Sous un grand baobab centenaire, les villageois se rassemblent pour un dernier adieu. Des chants et des danses traditionnelles sont organisés, un hommage vibrant à la guerrière qui les a libérés. Les anciens du village lui offrent des bénédictions et on lui remet un talisman sacré, symbole de protection et de gratitude. Mais alors que la fête bat son plein, un vieil oracle s'avance lentement vers Kossa, appuyé sur son bâton noueux. Ses yeux voilés par le temps brillent d'une sagesse ancienne. Il lui murmure à l'oreille, dans une langue que seul Kossa comprend. La fin d'Anzu n'est que le début d'un nouveau cycle. Ta destinée ne s'arrête pas ici. Ces mots énigmatiques laissent Kossa perplexe. Elle sait que l'oracle ne parle jamais à la légère, et ses paroles résonnent en elle comme un présage d'événements à venir.
Alors que la nuit tombe, Kossa prend congé des villageois, promettant de revenir un jour. Les femmes, les hommes et les enfants se pressent pour la toucher une dernière fois, espérant que sa force et son courage leur soient transmis. Elle les salue avec un sourire triste, sachant qu'elle ne pourra peut-être jamais revenir. Au lever du jour, Kossa quitte le village de Bika, marchant seule vers l'inconnu. Le chemin devant elle est long, incertain, mais elle avance avec détermination, consciente que d'autres villages pourraient avoir besoin de son aide. Elle porte désormais avec elle non seulement l'histoire de Bika, mais aussi la sagesse des esprits qu'elle a rencontrés. La silhouette de Kossa s'éloigne dans la lumière dorée du matin, symbolisant l'espoir et la résilience. Elle est plus qu'une simple femme vengeresse. Elle est devenue une légende, un symbole de justice et de courage dans tout le pays. Le village de Bika, de son côté, commence un nouveau chapitre, débarrassé de la terreur qui l'a longtemps étouffé. Alors que Kossa s'éloigne du village, ses pensées sont tourmentées par les mots énigmatiques que l'oracle lui a chuchotés lors de la cérémonie. La fin d'Anzu n'est que le début d'un nouveau cycle. Ces paroles résonnent dans son esprit, comme un écho qui refuse de s'estomper. Qu'a-t-il voulu dire? Malgré la paix apparente qu'elle a apportée au village de Bika, un sentiment d'inquiétude persiste dans son cœur. Après plusieurs jours de marche solitaire à travers la savane africaine, Kossa arrive à une clairière étrange et silencieuse, entourée d'arbres tordus et recouverts de mousse. L'air est lourd, chargé d'une énergie mystique. C'est alors qu'elle aperçoit une silhouette familière, l'oracle du village, assis sur un rocher au milieu de la clairière, comme s'il l'attendait. « Tu as bien fait de venir, Kossa », dit-il d'une voix rauque mais sereine. Kossa, surprise de le voir si loin de Bika, s'agenouille respectueusement devant lui. L'oracle, avec un sourire mystérieux, lève une main ridée et pointe du doigt un symbole gravé dans la roche. « Ceci est le signe du cycle éternel », explique-t-il. Anzu n'était qu'un pion dans un jeu plus vaste. Ses pouvoirs ne provenaient pas de lui-même, mais d'une entité bien plus puissante. Kossa, perplexe, sent un frisson parcourir son échine. Elle réalise que son combat est loin d'être terminé. L'oracle poursuit avec gravité. Une force ancienne et malveillante a été éveillée par la mort d'Anzu. Cette entité cherche à plonger notre monde dans les ténèbres. Kossa écoute, son visage se fermant sous le poids de la nouvelle responsabilité qui semble peser sur ses épaules. Tu es la seule capable de l'arrêter. Mais pour cela, tu devras voyager loin, au-delà des terres que tu connais, pour affronter des épreuves qui mettront à l'épreuve ton courage et ta détermination. Un silence pesant s'installe, brisé uniquement par le bruissement des feuilles agitées par le vent. Kossa, bien que réticente, sait qu'elle ne peut ignorer cet appel. Elle a déjà perdu trop d'êtres chers à cause de forces obscures. L'oracle lui tend alors une carte ancienne, recouverte de symboles qu'elle ne reconnaît pas. « Voici ton guide », dit-il. « Cette carte te mènera vers des lieux oubliés où réside le secret pour vaincre cette entité. Mais sois prudente, car de nombreux dangers t'attendent. » Sans hésiter, Kossa accepte la mission. L'oracle, avant de disparaître mystérieusement dans une brume épaisse, lui donne un dernier avertissement. « N'oublie pas, Kossa, ce que tu affronteras n'est pas de ce monde. Tes armes physiques ne suffiront pas. Tu devras puiser dans la force des anciens, dans la magie que tu n'as pas encore découverte. » La clairière se vide soudainement, laissant Kossa seule avec la carte entre les mains, son esprit tourné vers l'avenir incertain. Elle inspire profondément, décidée à suivre ce nouveau chemin, même si cela signifie affronter des horreurs inimaginables. Elle se tourne vers l'horizon, prête à faire face à cette nouvelle menace qui semble planer au-dessus de tous les villages. Kossa traverse des terres inconnues, suivant les instructions mystérieuses de la carte que l'oracle lui a confiée. Elle surmonte de nombreux obstacles, des créatures mystiques, des pièges anciens et des énigmes qui mettent à l'épreuve non seulement sa force, mais aussi son esprit.
Chaque pas qu'elle fait l'éloigne du monde familier qu'elle a connu, l'amenant plus profondément dans le royaume des ombres. Après des jours de voyage épuisants, Kosa arrive enfin à une montagne sinistre, dont le sommet est dissimulé par des nuages sombres. Une caverne béante se dresse devant elle, dégageant une aura de terreur. La carte s'illumine mystérieusement, guidant Kosa à l'intérieur de la caverne obscure. Le silence y est oppressant, seulement troublé par le son de ses pas résonnant contre les parois. Au fond de la caverne, Kosa découvre un autel ancien entouré de symboles similaires à ceux vus sur la carte. Elle sent un frisson glacé courir dans son dos. Au centre de l'autel, un grand serpent noir, plus imposant et terrifiant que tous ceux qu'elle a vus auparavant, se dresse avec des yeux brillants d'une intelligence malveillante. Cette créature est l'entité dont parlait l'oracle, celle qui tire les ficelles depuis le début. Kosa sait que son flûte magique seul ne suffira pas contre ce monstre primordial. Elle ferme les yeux et se souvient des enseignements de l'oracle. La force des anciens réside en toi. Utilise-la. En inspirant profondément, elle commence à chanter une mélodie inconnue, une ancienne incantation qui résonne avec une force mystique. La caverne tremble alors que la lumière commence à émaner de Kosa elle-même, repoussant les ténèbres. Le serpent tente de l'attaquer, mais la lumière l'enveloppe, le forçant à reculer. Finalement, dans un cri strident, la créature se dissipe en une nuée d'ombres qui disparaissent dans les profondeurs de la terre. Le silence retombe, lourd et solennel. Kosa tombe à genoux, épuisée mais victorieuse. Cependant, alors qu'elle pense en avoir terminé, la terre se met à trembler de nouveau. De nouvelles fissures apparaissent dans le sol, révélant une lumière rougeoyante. Une voix terrifiante résonne dans la caverne annonçant « Tu n'as fait qu'éveiller mon véritable pouvoir. Prépare-toi, Kosa, car la véritable bataille ne fait que commencer. » Soudain, tout devient noir. La terre s'effondre sous elle, et Kosa chute dans un abîme sans fin, hurlant alors que le monde disparaît autour d'elle. Merci d'avoir suivi cette histoire captivante jusqu'à la fin. Mais, est-ce vraiment la fin? Le destin de Kosa reste incertain. Sera-t-elle capable de faire face à cette nouvelle menace? Que cache encore ce monde plein de mystères et de terreurs anciennes? Nous espérons que cette histoire vous a transporté dans un monde riche en aventures et en frissons. Votre soutien et votre curiosité sont notre plus grande inspiration. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à partager vos impressions, à laisser un commentaire et surtout à rester connecté pour découvrir la suite. Une nouvelle saga palpitante pourrait bientôt voir le jour et Kosa pourrait revenir plus forte que jamais. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite de ces aventures et découvrez d'autres contes mystérieux qui sauront vous captiver. Merci et à bientôt pour de nouvelles légendes.